Bienvenue dans On Cause, le podcast qui écoute les galères et les rebonds face au cancer. Dans cet épisode, découvrez les témoignages sincères et les parcours de vie de jeunes adultes touchés par la maladie, accompagnés d'un intervenant professionnel. Le tout sans tabou. Ce podcast vous est proposé par le Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer. Retrouvez en description tous les liens utiles sur les dispositifs et accompagnements abordés dans l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de On Cause. Je suis Amélie, l'animatrice du podcast. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une grande question, celle des études supérieures. Comment poursuivre ces études lorsque la maladie vient bouleverser notre quotidien ? Entre doutes et sentiments de légitimité, quelles sont les préoccupations des étudiants touchés par le cancer ? Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Yuri, jeune adulte actuellement en doctorat. Bonjour Yuri. Bonjour Amélie. Bienvenue. À mes côtés également, Jackie Didier-Jean, chargée d'accompagnement à la mission handicap de l'Université de Strasbourg. Bonjour Jackie. Bonjour Amélie. Merci pour ta présence et bienvenue à tous les deux. Merci. Donc Yuri, pour commencer, un peu de contexte. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours scolaire au moment du diagnostic et quand les premiers symptômes sont arrivés ? Alors mon parcours scolaire était un peu chaotique au moment de la maladie. Donc la maladie est survenue à l'âge de 14 ans pour moi. J'étais au collège, j'étais en 4e, j'étais en section sportive badminton, donc je faisais beaucoup de sport. Donc concernant la maladie, j'ai eu un ostéosarcome, donc qui m'a empêché bien sûr de faire le sport que je faisais, avec un long traitement, donc une hospitalisation obligatoire, donc une interruption de mes études pendant à peu près une année. Et voilà. Oui, exactement. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est un ostéosarcome ? Alors, un ostéosarcome, c'est une tumeur des tissus osseux. Et pour moi, la tumeur était localisée au niveau du tibia gauche. Et donc, c'est une pathologie qui nécessite une chirurgie et une chimiothérapie d'à peu près 10-11 mois. Ok, très bien. Et donc, à cette époque, le diagnostic tombe, les traitements arrivent. Qu'est-ce que tu t'es dit ? Est-ce que tu as voulu continuer ? Donc, ta scolarité, tu étais au collège à ce moment-là. Est-ce que tu as voulu continuer ? Qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ta tête ? À cet âge-là, il se passe pas grand-chose. À 14 ans, on sait pas trop ce qu'on fait, où on veut aller, comment on veut le faire. Par contre, je me souviens de la violence du choc de l'annonce. Et pour moi, ce qui était le plus grave à ce moment-là, c'était le fait de ne plus pouvoir aller à l'école. Donc, on m'avait dit au moment de l'annonce que ça allait être quelque chose que je pourrais plus faire, au vu de ma situation sur le plan immunitaire et même au niveau de ma mobilité. Et donc, du coup, le coup le plus dur pour moi au départ, c'était de me dire, tout le monde me dit que ça va être dur, il va falloir me battre. Pour le moment, je sais pas du tout à quoi ça ressemble, mais on verra bien. Mais le plus compliqué, c'était, je vais plus voir mes camarades pendant un an. Et donc, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'à l'hôpital, tu as dû suivre des cours ou ça a été un arrêt total ? Alors, exactement. Donc, je vais pas te cacher que à l'hôpital, pendant le traitement, on n'a pas vraiment la tête à penser à tout ça. Mais c'est obligatoire. L'école est obligatoire en France. Et donc, c'est pareil pour nous, les enfants qui sont hospitalisés. Par contre, on a des gros aménagements qui sont mis en place. Et donc, moi, j'avais un professeur, du coup, qui passait dans le service et qui me donnait quasiment quotidiennement, ça dépendait de mon état de santé, des cours dans les 3 matières principales à l'époque, qui étaient maths, français et histoire-géographie. Et on suivait ce qu'on pouvait. Et on avait la possibilité aussi pour moi qui étais au collège, du coup, si la maladie se prolongeait, de passer le brevet directement au sein de l'hôpital. Et c'est ce que tu as fait ? Non, moi, du coup, j'ai pu quitter l'hôpital au milieu de ma 3e. Donc, j'ai repris ma scolarité en 3e et j'ai passé le brevet au collège directement. Ok, très bien. Et quand tu es retourné au collège vraiment sur place, tu as eu des aménagements ici ? J'ai pas eu d'aménagement sur le plan éducatif et cognitif. Par contre, bien sûr, vu que je sortais d'une chirurgie, que j'étais allongé pendant une période de 10-11 mois, les muscles avaient fondu, j'avais beaucoup de difficultés pour marcher. Donc, je suis revenu au collège en chaise roulante.
Du coup, malgré les cours à l'hôpital, j'ai quand même accumulé un beau retard scolaire. Donc, je suis arrivé et la semaine d'après mon retour, il y avait le brevet blanc que j'ai passé et que j'ai raté en beauté. Vraiment, c'était une catastrophe. Et du coup, j'avais 2 mois dans lesquels je continuais ma rééducation pour pouvoir remarcher correctement. Et j'ai réussi à rattraper tout le programme de 4e et de 3e. Et j'ai eu mon brevet avec une mention bien. Ouais, félicitations. Merci. Bravo. Oui, parce que là, sur cet épisode, on va surtout parler des études supérieures. On reviendra plus tard sur ton parcours en études supérieures parce que certaines personnes souhaitent tout de même continuer leurs études pendant les traitements. Et donc, à l'université, on va plutôt se tourner vers la mission handicap, là où tu es chargée d'accompagnement, Jackie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui, bien sûr. Alors, la mission handicap est une des missions du service de la vie universitaire. Et notre rôle va surtout être là pour permettre aux étudiants qui sont en situation de handicap de faire une demande d'aménagement pour pouvoir continuer leur cursus dans de bonnes conditions et de pouvoir compenser les difficultés qu'ils ont du fait de leurs soucis de santé. Et donc, qu'est-ce qui est considéré comme un handicap ? Alors, pour nous, le handicap va surtout être toute situation médicale qui va mettre en difficulté l'étudiant, quelle que soit la pathologie. Mais le tout, c'est qu'il y ait vraiment une répercussion sur le quotidien universitaire. Et donc, nous, on va être là pour leur permettre de trouver des aménagements qui vont pouvoir compenser ces difficultés. Ok, très bien. Donc, parce que la notion de handicap, ça a quand même une forte connotation sociale. Généralement, les personnes ont tout de suite l'image d'une personne en fauteuil roulant. Pourtant, il y a une multitude d'handicaps invisibles. Et donc, toi, Yuri, quel est ton rapport avec ce terme de handicap ? Alors, c'est une question assez complexe parce que, du coup, là, c'est uniquement mon point de vue, mais pour moi, ça a une très mauvaise connotation. Parce que, en dehors du terme, c'est l'image que ce mot représente. Au niveau de la société, c'est pour nous, les gens qui sont handicapés, j'ai l'impression que ce mot effraie un peu les gens et modifie leur regard envers nous. C'est-à-dire que dans leur regard, ils ont un peu de la pitié ou même de la crainte envers nous. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dur à vivre pour quelqu'un qui est déjà en train de subir ou de vivre avec son handicap. Et donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est plutôt une mauvaise chose, un mauvais mot. Mais moi, dans ma vie, j'essaie de me battre constamment contre ça en essayant de paraître le plus normal possible. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un handicap qu'on peut considérer d'invisible. C'est-à-dire que si je me balade dans la rue aujourd'hui, au premier coup d'œil, les gens ne sont pas capables de dire que j'ai eu telle ou telle pathologie. Mais voilà. Oui, donc tu as dit, il y a une envie de paraître normal. Donc, est-ce que toi, tu te sens en situation de handicap ? Il y a certaines situations, par exemple, là, depuis la chirurgie, je suis plus en capacité de courir. J'ai beaucoup de mal à contrôler correctement ma jambe gauche. C'est-à-dire que quand je marche, il faut constamment que je sois concentré. Sinon, je vais trébucher et tomber. Donc, quand je fatigue, ça devient un peu compliqué. J'ai des difficultés à rester debout en position stationnaire pendant plus d'une quinzaine, voire une vingtaine de minutes. Sinon, je commencerai à avoir des douleurs. Mais sinon, à part ça, toute ma vie est normale. J'arrive à faire tout ce que font les gens. Et j'en suis plutôt fier. Vu comment je suis sorti de l'hôpital, j'étais sur un lit. Tous les transports se faisaient dans une ambulance de transport. Là, je suis content. Je suis passé par l'étape chaise, béquille, et maintenant je marche correctement. Donc, Oui. Est-ce que parfois certains étudiants n'osent peut-être pas demander ces aménagements parce qu'ils ne se sentent pas en situation de handicap, ils se sentent donc pas légitimes à avoir ces accompagnements. Est-ce que Jackie, c'est quelque chose auquel tu as fait face ? Alors oui, effectivement, on a des étudiants qui sont en situation de handicap, puisqu'ils ont une pathologie qui a une répercussion sur leur quotidien d'étudiant et sur leurs études, mais qui vont pas oser passer le cap de la mission handicap en se disant comme tu l'as dit, Yuri, très justement, le mot handicap peut faire peur, mais il faut quand même savoir que 80%, voire plus de 80% des handicaps sont invisibles. Donc, quand on a quelqu'un qui va venir et qui va se dire « je ne sais pas si je suis légitime », parce que cette question de légitimité revient souvent, ça se pose la question souvent de « est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que j'ai le droit de faire des aménagements ?» Cette demande-là, puisqu'il y a 2 étudiants qui sont, je l'entends souvent,
dans une situation pire que la mienne, ou qui sont en fauteuil, moi je le suis pas, qui ont une cale blanche, moi je n'en ai pas, parce que moi ça se voit pas mon handicap. Donc je suis pas sûre d'être légitime face à tous ces étudiants qui, eux, on le voit, donc ils y ont droit aux aménagements, c'est un droit. Et moi je me pose vraiment cette question. Donc c'est vrai qu'on a ces étudiants qui, à un moment donné de leur parcours, vont être confrontés au handicap. Comme Yuri, à un moment donné, le handicap se voit, après il ne se voit plus. Pour nous, ce que je pense être important, c'est que le message passe. C'est de se dire, à partir du moment où vous êtes en situation de handicap, où vous avez une répercussion sur votre quotidien d'étudiant, vous avez le droit de faire une demande d'aménagement. Après, il faut des fois laisser le temps de se sentir prêt et de se dire, bon, je sais que ça existe, par contre, moi, là, j'ai pas envie, ou parce que je me sens pas légitime, mais de se dire, peut-être qu'en cheminant, en laissant le temps, en laissant l'année passer aussi, de se dire, là, je me sens prêt, et là, je me sens légitime de venir faire une demande d'aménagement. Mais après, je pense qu'il y a aussi... il faudrait aussi prendre en compte le point de vue des jeunes qui ont vécu cet handicap dans la phase la plus grave, on va dire, de l'handicap, et qui maintenant n'osent pas ou n'ont pas envie de demander cet aménagement. Moi, je prends mon exemple à moi, c'est totalement psychologique, mais je me dis que si je demande un aménagement, je vais me remettre dans cette case handicapé. Alors que là, j'ai envie de sortir de ça. Oui. J'ai envie que ce soit derrière moi et que je sois comme les autres. Je pense qu'il y a aussi ce blocage qui doit intervenir chez beaucoup de patients. Alors, ce qui est totalement compréhensible, Yuri. Après, c'est vrai qu'on a des étudiants aussi qui ont cette crainte de se dire « J'aimerais faire une demande d'aménagement, je sais que j'en ai besoin, mais j'ai peur qu'après on me juge et qu'on me dise « J'ai eu mon année, j'ai obtenu mon diplôme parce que j'ai eu des aménagements. » Et alors, on le dit souvent sur le ton de l'humour en disant « Vous aurez votre diplôme sans la mention aménagement ou sans la mention handicap. » Alors, on essaye de le détourner pour que ce soit fait de façon plus légère, mais c'est vrai que c'est une question qui est souvent aussi posée par les étudiants parce qu'ils ont peur qu'on leur dise « Vous avez obtenu votre diplôme. » Oui, mais c'est normal, vous avez eu des aménagements, donc c'était plus facile. Alors que c'est pas du tout un avantage, c'est bien une compensation du handicap. Mais ça, c'est une remarque que j'ai souvent eue, moi, durant ma scolarité. Alors que j'ai jamais eu d'aménagement, j'ai eu des remarques de mes camarades ou de mes collègues me disant que si j'avais un poste ou tel ou tel résultat, c'était parce que les profs étaient au courant que j'étais handicapé, que j'étais malade et qu'ils étaient... Alors peut-être qu'il y a une part de vérité, je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, sur le coup, quand on l'entend, c'est pas agréable à entendre. Bien sûr. Est-ce que ça a été traité par des professeurs ou des supérieurs, ce genre de remarques? Pas du tout, c'est des remarques qu'on entend trop souvent pour le faire remonter. Et nous, on laisse couler, vraiment, on va pas s'attarder sur ce genre de remarques ou même à essayer de faire entendre raison à des personnes qui pensent d'une telle manière. Vraiment, on passe à autre chose. Des choses comme ça, on en a trop souvent dans notre vie pour se fatiguer là-dessus. Oui, parce que Jackie, est-ce que vous avez déjà, à l'Université de Strasbourg, vous avez déjà eu des remontées sur ce genre de cas? Est-ce que ça a été traité? Comment ça se passe? Alors, on a déjà eu des retours d'étudiants qui ont le même discours que Yuri en disant des camarades qui disent oui, t'es dans une salle à part, donc c'est plus facile pour toi d'y arriver, c'est pour ça que t'as des bonnes notes. Après, c'est surtout aussi notre rôle de pouvoir communiquer auprès des composantes, de pouvoir communiquer que ce soit auprès des étudiants, auprès des enseignants, auprès des personnels administratifs, en disant, quand il y a une demande d'aménagement qui est mise en place et quand il y a des aménagements, c'est bien pour compenser le handicap et c'est pas un avantage. Ce qu'on a essayé aussi cette année, c'était l'initiative d'un jeune qu'on accompagne et qui a été, je trouve, très intéressante, c'est de se dire, j'ai des réflexions de mes camarades, mais je pense que c'est par méconnaissance et par manque d'information. Du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir faire juste un point avec mes camarades, en allant devant eux, en leur expliquant ma pathologie, en leur expliquant quelles sont les répercussions sur mon quotidien, pour que, du coup, ces camarades comprennent, et que l'enseignant qui était présent aussi comprenne les difficultés, et peut-être être un peu plus à l'écoute aussi, de se dire, oui, d'accord, j'ai un camarade qui est en situation de handicap, qui a des aménagements, et là, je comprends, du coup, l'intérêt de l'aménagement. Avant, je pensais peut-être que c'était un avantage, et maintenant, je comprends que c'est bien une compensation. Exactement, je pense que le souci vient surtout du fait que les autres étudiants, du coup, qui sont pas soumis à ce genre d'aménagement, sont toujours bloqués dans l'idée que les études
étude signifie avoir de bons résultats. Sauf que là, la situation auquel se trouve l'étudiant qui a le droit à l'aménagement, c'est pas une situation qui a pour objectif de favoriser ses résultats. L'objectif d'une formation, c'est avant toute chose de former le candidat. Bien sûr. Et d'acquérir Ici, des connaissances. le fait d'avoir l'aménagement est tout simplement de faire en sorte que l'étudiant, malgré son handicap, qu'il soit capable d'obtenir les compétences dont il a besoin. Donc les résultats, ok, peut-être qu'ils seront différents, mais c'est secondaire. L'objectif, c'est juste d'avoir deux personnes qui ont au final les mêmes compétences. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Ils rapportent leur parcours à leurs notes. Et malheureusement, c'est ça qui crée ce genre de réflexion, selon moi. Mais après, on n'y peut rien. Nous, on vit avec, hein, vraiment. Oui, parce que est-ce qu'il est possible de garder le secret médical lorsqu'on fait une demande d'aménagement, ou est-ce que le corps enseignant est forcément au courant de la raison de ces aménagements demandés? Alors c'est un point important que tu soulignes, puisque quand une demande d'aménagement est faite par un étudiant, automatiquement on est tenu au secret professionnel, donc au secret médical, puisque l'étudiant va nous transmettre des documents médicaux qu'on va donner au médecin de l'université qui va prendre en charge la demande. Et le corps enseignant, les personnes de la composante ne seront pas au courant de la pathologie de l'étudiant. Par contre, ils seront au courant ou seront tenus informés des aménagements qui seront préconisés. Ok, très bien. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment faire la demande de ces aménagements, comment mettre en place un dossier peut-être? Alors à partir du moment où un étudiant a besoin de faire une demande d'aménagement, il va pouvoir compléter un formulaire en ligne. Et ensuite, nous, chargés d'accompagnement, donc on est plusieurs dans l'équipe, allons prendre les demandes et on va proposer un rendez-vous pour pouvoir discuter des besoins en fonction des conséquences du trouble, de la pathologie. Et ce sera vraiment une discussion. On va de toute façon pas obliger le jeune à mettre en place des aménagements. On va vraiment voir ensemble qu'est-ce qui pourrait l'amener à faire ses études dans de meilleures conditions. Et ensuite, ça restera un avis médical qui sera vu par un médecin de l'université, en lien avec l'étudiant bien évidemment. Et ensuite, on va transmettre cette demande au responsable de la composante pour validation, puisque c'est à lui, en tant que responsable, de dire s'il est d'accord de mettre en place ces aménagements au vu du règlement de la composante. Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'aménagements, ou si Yuri t'en connaît, même si tu n'en as pas sollicité? Là, comme ça, j'en ai pas qui me viennent en tête. Il me semble... Non, j'ai des aménagements qui me viennent en tête dans le milieu professionnel. Après, au niveau scolaire, ce sera majoritairement des tiers-temps pour les candidats. Mais là, je vois pas trop. Est-ce que tu peux nous éclairer? Oui, alors je vais rebondir sur ce que disait Yuri. Nous, on est là pour mettre en place les aménagements au niveau du cursus universitaire. Ensuite, au niveau professionnel, il y a évidemment des aménagements qui sont aussi possibles, mais ce ne sera pas de notre ressort. Par contre, si on reste focus sur les étudiants ayant été atteints d'un cancer ou étant atteints d'un cancer, la première chose qui revient, c'est la possibilité de faire une année blanche, le temps du traitement. Pour les étudiants qui souhaitent mettre entre parenthèses leurs études, ça va leur permettre de se dire je prends du temps pour ma santé, pour mon traitement, et quand j'aurai fini mon traitement ou quand je me sentirai en capacité de revenir, je pourrai reprendre mes études. Après, il y a aussi des étudiants qui font le choix de se dire j'ai quand même envie de continuer parce que j'ai envie de garder un pied à l'université, j'ai envie de garder un lien avec mes camarades et mes enseignants, et j'ai pas envie de perdre ce fil-là. Donc, on va se dire que, ok, on essaye de mettre ça en place. Alors, en sachant qu'il n'y a évidemment pas la possibilité de venir en présentiel la majeure partie du temps, mais ce sera de se dire, on va peut-être mettre en place un assistant d'études. Donc, ce sera un camarade qui sera en cours avec toi et qui va permettre de donner les prises de notes de façon régulière, ou de voir avec les enseignants pour que les cours soient mis de façon régulière en ligne, au moins les PowerPoint, avec potentiellement aussi un temps d'échange avec l'enseignant de façon régulière pour se dire, voilà, j'ai regardé un peu ce cours, est-ce que j'ai bien compris la notion ? Après, évidemment, comme tu l'as dit, Yuri, au niveau des examens, il y a le temps majoré qui ressort souvent, puisque bien souvent, il y a encore, que ce soit en période de traitement, mais même après, des troubles cognitifs avec plus une lenteur sur l'exécution des tâches ou dans la réflexion, dans la mémorisation. Donc, ce temps majoré va permettre de se dire, de temps en temps, je prends une petite pause dans mon examen, ou même si je relis 2 fois la consigne, c'est pas grave, je perds pas de temps. Je sais que j'ai ce temps compensatoire qui va me permettre de quand même composer dans de bonnes conditions. Une autre question, c'est est-ce que ces aménagements peuvent être temporaires ou modifiables? Par exemple,
pendant les traitements, faire une année blanche, et ensuite, lorsqu'ils reviennent en présentiel, faire seulement une partie de l'année ou autre. Est-ce que c'est possible? Alors, c'est là que je trouve que c'est vraiment un avantage, c'est qu'on est vraiment au cas par cas. Donc, on ne va pas dire pour telle pathologie, on a tel aménagement, tout comme on ne va pas dire une fois qu'on a fait une demande d'aménagement, c'est valable pour tout le cursus sans pouvoir le modifier. Au contraire, on va vraiment s'adapter en fonction des besoins de l'étudiant. Donc, si à un moment donné, on est en contact avec l'étudiant et qu'il nous dit, voilà, je viens d'avoir un diagnostic, là, je ne me sens pas en capacité de continuer mes études, par contre, j'aimerais une année blanche, on va pouvoir mettre en place la demande d'année blanche, et quand il se sentira prêt et qu'il reviendra vers nous, on pourra se dire, ok, tu reviens en cours, et là maintenant, quelles sont les difficultés à ce jour? Et du coup, comment on peut compenser ces difficultés avec quel type d'aménagement? Et même durant l'année, même si l'année universitaire n'est pas finie, on peut encore revenir sur ces aménagements en faisant un additif à la demande. Oui, c'est important de le dire que les effets secondaires ne sont pas les mêmes chez tout le monde, et donc tout le monde n'a pas les mêmes besoins, et que ces besoins peuvent évoluer au fil des années, et donc, comme tu l'as dit, tout est fait au cas par cas. Yuri, une petite question pour toi. Est-ce que tu as une RQTH, donc reconnaissance de la qualité des travailleurs handicapés, qui permet donc d'avoir des aménagements ou des aides plus dans le cadre professionnel, que ce soit en stage, en alternance, ou toi, donc, comme tu es en doctorat, dans ton laboratoire? Alors oui, donc moi je suis bien bénéficiaire de la RQTH. C'est effectivement très intéressant parce que ça nous permet, comme tu l'as dit, d'avoir certains aménagements. Moi, du coup, dans mon cas, avec un handicap moteur, je peux effectuer des demandes pour avoir à mon poste au bureau, par exemple, des repose-pieds, ou je peux effectuer une demande pour, lorsque je travaille dans des salles de culture, avoir des chaises un peu plus ergonomiques, etc. C'est vraiment très intéressant. En revanche, pour moi, c'était compliqué d'effectuer la demande. J'ai dû me renseigner via des gens qui avaient déjà fait la demande parce que j'avais jamais entendu parler de cette possibilité-là, en fait. Oui, cette difficulté d'accès à l'information, c'est quelque chose qui revient souvent, Jackie? Alors, je vais pas dire que c'est quelque chose qui revient souvent, mais c'est des choses qu'on entend. Des étudiants qui vont venir, parce qu'on les questionne aussi quand ils nous disent, voilà, ça fait 2 ans, 3 ans que je suis à l'université, j'aurais eu besoin d'aménagement avant, mais je connaissais pas l'existence de la mission handicap. Donc, nous, notre rôle, c'est aussi de pouvoir communiquer de façon très large sur l'existence de notre mission. Alors, on a mis en place des référents handicap depuis très longtemps dans chaque composante. Donc, c'est un binôme entre un enseignant et un personnel administratif qui sont référents auprès des étudiants, donc qui sont aussi là pour pouvoir diffuser le message de l'existence de la mission handicap, notamment en journée de rentrée. Après, en parallèle, on a aussi des contacts dans différentes structures. De façon générale, la mission handicap travaille de façon régulière avec l'hôpital, où on a une infirmière référente qui va permettre de faire le lien entre les patients qui viennent d'avoir le diagnostic et la mission handicap. Donc de dire, voilà, vous avez un diagnostic d'un cancer, vous allez être hospitalisé, mais sachez qu'à l'université, il y a une mission handicap qui existe et que vous pouvez aménager votre cursus. Et cette mission handicap, elle se trouve dans toutes les universités de France? Oui, c'est une obligation depuis la loi de 2005. Et pour revenir juste sur la RQTH, elle permet... Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'elle permet dans le cadre de stages et d'alternance? Alors, nous, c'est vrai qu'on incite les étudiants à faire la demande de la RQTH. Alors, souvent, quand ils sont au début de leurs études, c'est sûr que c'est quelque chose qui ne leur parle pas, puisqu'on parle bien de travailleurs en situation de handicap et que là, pour l'instant, ils sont dans le statut d'étudiant. Mais il y a de plus en plus, surtout dans les nouvelles maquettes de l'université, de stages qui sont proposés dans les cursus, même au début de la licence. Et il y a un intérêt pour pouvoir mettre en place des aménagements, justement, dans cette période de stage, d'avoir la RQTH. Et c'est vrai qu'on a eu récemment une étudiante qui nous disait... Ma famille me disait non, ne fais pas la demande parce que tu vas être catalogué, parce que tu vas entrer dans la case handicap et que ça va te desservir. Parce que après, tu seras aussi en entreprise, mais on va dire oui, mais bon, tu as une RQTH, ça va pas forcément être un avantage pour toi, donc ne le fais pas. Alors, elle a suivi ses conseils, ce qui se comprend très bien. Et finalement, elle a été dans le monde professionnel, elle s'est rendue compte qu'elle aurait eu besoin d'aménagement. Donc, elle a quand même fait les démarches et c'est là qu'elle s'est rendue compte de l'intérêt d'avoir cette RQTH puisqu'elle a pu bénéficier d'aménagements qui l'ont vraiment mise dans de meilleures conditions dans son milieu professionnel. Et nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est que l'avantage de la RQTH, c'est qu'on peut l'utiliser tout comme on peut ne pas l'utiliser et ne pas en parler.
Donc selon le milieu professionnel, selon l'entreprise, selon le stage ou autre, on va pouvoir se dire là, je sens que j'ai pas forcément de besoin particulier, j'ai pas envie de parler de la RQTH. Par contre, si à un moment donné, je sens que ça devient nécessaire, je peux dire, je bénéficie d'une RQTH et j'aurai besoin d'adapter mon poste de travail ou de mes horaires de travail. Mais il y a plein d'aménagements possibles qui sont finalement pas si compliqués à mettre en place par les entreprises, mais qui sont très aidants ou très facilitants pour les personnels. Mais sur le côté de la RQTH, il me semble aussi qu'il était possible, je m'étais renseigné à l'époque, mais que pour les étudiants qui désirent faire un doctorat, il est possible de faire un dossier, donc une demande à l'aide de la RQTH, pour demander un financement pour essayer de faire en sorte que si justement l'étudiant avait des handicaps, avait des difficultés avec son handicap dans ses études et qu'il a des résultats un peu en dessous des moyennes ou peu importe. En tout cas, ça permet de favoriser le candidat en finançant littéralement ses 3 années de doctorat. Donc il y a certains aménagements financiers comme ça qui sont plutôt... Je vais me permettre de rajouter une information complémentaire par rapport à ce que Yori dit. C'est ce qu'on appelle les bourses doctorales handicap qui sont proposées par le ministère. Et c'est justement pour les étudiants en situation de handicap qui souhaitent faire un doctorat, mais la condition sine qua non, c'est d'avoir la RQTH. Okay. D'où l'intérêt de faire la demande, même si potentiellement par la suite, elle ne va pas être utilisée. Bien sûr. Ça peut être un recours en cas de nécessité. Oui, et après, ce qui est intéressant aussi, et c'est une information, je pense, assez importante pour tous les étudiants, c'est qu'au niveau de la bourse, on a droit à des points supplémentaires, ce qui peut permettre d'obtenir la bourse pour un étudiant qui avant ne l'aurait pas eu, de par la RQTH. Et que si, à un moment donné du parcours, il y a besoin d'étaler les années, puisque c'est un aménagement qui est aussi possible, donc de faire par exemple une année sur 2 ans, voire 3 ans, en fonction des besoins. C'est de dire, normalement j'ai droit à 7 droits à la bourse, de par ma RQTH, j'aurai droit du coup à 10 droits à la bourse, ce qui est quand même quelque chose qui est intéressant, puisqu'on aura droit à des années complémentaires. Oui, on le répète, mais ne pas hésiter donc à s'informer sur ce qui est possible. Beaucoup de choses sont possibles, beaucoup d'accompagnements différents, de dispositifs qui sont, encore une fois, on se le répète, mais c'est important, qui sont faits selon les besoins de chacun, selon les envies. Et n'hésitez pas, évidemment, d'aller à votre rythme. Yuri, donc, on a parlé de ton doctorat. On va rentrer un peu plus en détail parce que tu as quand même un parcours assez atypique, car tu es doctorat en cancérologie pédiatrique, c'est bien ça ? Doctorant, on dit doctorant. Excuse-moi, oui, doctorant. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Donc mon parcours, comme je l'ai dit précédemment, je suis revenu au collège, j'ai passé mon brevet. Ensuite, j'ai fait au lycée, dans un lycée général, un bac S, un bac scientifique. J'ai ensuite continué donc à Strasbourg, à la faculté des sciences de la vie, et j'ai fait une licence donc en 3 ans en biologie cellulaire et physiologie des organismes. Suite à ça, j'ai continué dans un master de biologie santé, alimentation, droit, nutrition, santé à Brest. Donc je suis parti à Brest pour 2 ans. J'ai effectué mon stage de fin d'études de master à Strasbourg. Et à la fin de mon stage et à la fin de mon master, du coup, j'ai fait un 2e master à Strasbourg en biologie santé, recherche en biomédecine. Et maintenant, je suis en doctorat, toujours au sein du même laboratoire. Et je travaille en cancérologie pédiatrique, c'est ça. Et avec ce travail, est-ce que tu n'as pas l'impression finalement de rester dans une boucle qui te ramène à la maladie, surtout qu'avant tu nous disais que tu voulais vraiment sortir de ça et paraître entre guillemets normal? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, mais le fait de travailler dans la recherche en cancérologie, ça me replonge pas directement dans ma maladie, surtout que là, actuellement, je travaille dans les tumeurs cérébrales. Donc, vraiment rien à voir avec la pathologie que j'ai eue. Et après, pour moi, c'était vraiment un choix de parcours et une nécessité de travailler dans ce domaine-là, tout simplement pour faire en sorte que si mon travail peut un peu, même un minimum, soulager les prochains qui passeront par ce que j'ai dû passer, je suis passé à l'époque, pour moi, c'est une réussite.
Et est-ce que tu rencontres des patients dans le cadre de tes recherches? Dans le cadre direct de mon travail, je ne suis pas censé rencontrer de patients. Je travaille avec des pièces opératoires, donc on peut travailler avec des biopsies provenant des patients. En revanche, moi, donc, je suis assez souvent sur l'hôpital, sur le site de l'hôpital, et je me fais un devoir à chaque fois que j'y suis de passer soit dans le service de l'hôpital du jour, en oncologie pédiatrique, ou soit dans le service d'hospitalisation en cancérologie, en oncologie pédiatrique, pour discuter soit avec les familles ou avec les enfants, ou même avec le personnel médical. Ça me fait plaisir aussi de revoir le personnel médical qui s'est occupé de moi. Et pour leur donner un peu de motivation, de force, et pour leur dire que y a pas de raison, que s'ils se battent, ils pourront très bien s'en sortir. Mais qu'il faut garder le moral et que ça devrait aller, ça devrait aller au mieux pour eux. Est-ce que tu as l'impression que le fait que tu aies été malade, ça t'apporte une plus-value dans tes recherches? Une plus-value, je sais pas. Je pense que j'ai été sensibilisé beaucoup plus tôt que les autres à la biologie, à la cancérologie, vu que j'ai habité dans un hôpital pendant un an et demi. Il y avait une volonté de ma part de comprendre ce qui m'arrivait, de comprendre les termes barbares que les médecins utilisaient. Donc je me renseignais moi-même pour apprendre et pour savoir ce qui m'arrivait, tout simplement. Donc ça donne déjà une petite base en biologie alors qu'on est plutôt jeune. Et bien sûr, ça, je pense que cette expérience a constitué mon projet professionnel tel qu'il est actuellement. On va arriver sur la fin. Est-ce que, Jackie, tu veux ajouter quelque chose? Peut-être qu'on n'a pas évoqué un point important sur lequel tu veux parler. Alors, pour moi, ce qui est essentiel, c'est de se dire que la mission handicap est vraiment présente pour tous les étudiants qui sont en situation de handicap et que même si c'est pour eux pas le moment, parce qu'ils se sentent pas prêts, de se dire qu'ils peuvent revenir à un moment plus tard en se disant c'est pas parce qu'en début d'année j'ai pas fait de demande que je peux pas venir par la suite, et qu'on sera toujours disponible pour les écouter, même si à un moment donné il y a juste besoin de discuter de certains aménagements possibles pour l'année prochaine en disant est-ce que j'ai envie de faire ces demandes-là. Ça peut être juste un temps d'échange par rapport à ces questions-là. Oui, tout à fait. Et Yuri, est-ce que toi, tu as aussi un message à faire passer peut-être aux étudiants touchés par un cancer qui nous écoutent et qui vont affronter les études supérieures? Un message, ce serait de leur dire déjà bon courage, de vraiment essayer de faire la part des choses, de ne pas se prendre la tête avec les différentes remarques qu'ils pourront avoir. Et je voudrais aussi rebondir sur ce qui vient d'être dit. Pour avoir déjà eu affaire avec la mission handicap, de surtout pas hésiter à y aller parce que contrairement aux gens qui ne connaissent le handicap que de mots, c'est des gens qui connaissent leur métier et qui sont extrêmement à l'écoute par rapport aux besoins des différentes personnes, et donc c'est vraiment des personnes qui vont chercher à nous aider. Donc de vraiment pas hésiter sur ça. Oui, tout à fait, parce que finalement, ce qu'on voit avec cet épisode, c'est que cancer ne signifie pas forcément arrêt des études, il ne signifie pas non plus reprise brusque après la fin des traitements, et au contraire, donc il existe de nombreux aménagements qui sont, comme tu l'as dit Jackie, adaptés selon les besoins de chacun. Donc si vous nous écoutez et que vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à aller chercher l'information, à demander des aménagements, à faire la demande RQTH si nécessaire ou non. Comme dit, vous pourrez l'utiliser plus tard. Et au comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer, on travaille avec l'Université de Strasbourg pour vous permettre d'accéder justement à ces informations. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que les handicaps peuvent être invisibles. Ils ne sont pas forcément synonymes de fauteuil roulant. Alors, n'hésitez pas à demander, encore une fois, je me répète, mais c'est important, à demander ces accompagnements et à faire appel au dispositif. Donc merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi, Amélie. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve au prochain épisode. Au revoir. Merci pour votre écoute.
Si cet épisode vous a plu, aidez-nous à le faire connaître en parlant et en le partageant autour de vous. Retrouvez toutes les actions menées par le Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer sur nos réseaux sociaux et sur notre site ligue-cancer.net. Toutes nos activités et services sont gratuits. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est la seule association qui se bat sur tous les fronts de la maladie. À bientôt pour un prochain épisode.